Écoutez, bienvenue à tous au nom de nous trois. Je crois que c'est la troisième conférence SMR en moins de 10 ans, organisée par la Sven Provence, c'est ça? Et évidemment, je m'en réjouis. Alors, on va faire une présentation. Arnaud et Benoît vont vous présenter le sujet SMR, le contexte dans lequel se développe New World, et puis l'état des développements actuels de ce projet. Alors Arnaud, aujourd'hui, est chef de projet au sein de la direction New World. Alors, je ne sais pas, dans les planches, tu présenteras ce qu'est cette organisation un petit peu. Chef de projet chaudière au sein de cette direction. Précédemment, il était chez Technicatome. Il a gardé un lien avec Technicatome comme responsable d'une ligne de produits, directeur précédemment d'offres de nouveaux réacteurs EPR Atmea au sein d'Areva. Et auparavant, tu étais impliqué dans des activités en France et internationales en tant que dirigeant chez une société qui s'appelle Alpic Energy. Benoît Le Carpentier, architecte donc, chez Technicatome, architecte du bloc chaudière et de l'enceinte au sein de Technicatome. En fait, l'ensemble constitue ce qu'on appelle le NSSS. Dans notre organisation, on a inclus, pour des raisons évidentes quand vous verrez le design, on a inclus l'enceinte dans ce lot. Donc en charge des études chaudières pour New World pour cette phase actuelle qui est la phase APS ou Conceptual Design. Tu avais précédemment la responsabilité d'un service, le service dimensionnement mécanique et vibroacoustique au sein de Technicatome, et tu as également évolué sur différents projets de chaufferie nucléaire embarquée, toujours au sein de Technicatome. Avant de vous passer la parole, je voudrais juste un petit peu introduire le sujet. Bon, l'approvisionnement en énergie est, comme vous le savez, un des enjeux politiques, économiques, environnementaux majeurs pour l'avenir de la planète au XXIe siècle. La satisfaction de cette demande impose de développer des énergies renouvelables, quelle qu'elle soit, hein. Et évidemment, l'offre nucléaire, l'énergie nucléaire, présente dans cette perspective un atout clé. Alors aujourd'hui, quelle est l'offre nucléaire? Se concentre sur des centrales de forte puissance, entre 1000 et 1700 mégawatts électriques par unité de production. Et ces réacteurs resteront essentiel pour satisfaire la plupart des besoins des grands pays industriels et des grands pays en développement que sont la Chine et les autres. Alors pour autant, depuis maintenant plus de 10 ans, des pays concepteurs de réacteurs considèrent comme une nécessité de développer et d'offrir au marché une gamme de puissance, des centrales de plus faible puissance. C'est ainsi qu'ils ont lancé des développements de petits réacteurs modulaires innovants qu'on appelle SMR, acronyme anglais pour Small Modular Reactor. Alors, le marché visé, évidemment, est différent de celui des grandes centrales. Il concerne essentiellement des pays contraints par la taille de réseau, par leur géographie, par leur capacité d'investissement. Ça concerne aussi des industriels soucieux finalement de décarboner leur approvisionnement en électricité ou en chaleur. J'ajoute aussi d'autres usages que sont le chauffage urbain, la production d'hydrogène, la production d'eau douce par dessalement de l'eau de mer. Donc vraiment un marché complémentaire. Mais pour l'industrie nucléaire, finalement, ces développements vont à l'encontre de l'évolution historique de développement des réacteurs de plus en plus puissants pour finalement bénéficier au maximum des effets d'échelle et pour contenir finalement les coûts des centrales tout en augmentant la puissance. Ceci veut dire que
une proposition ou faire une offre de SMR, de petites centrales nucléaires, qui soit compétitive, impose finalement de trouver des leviers et de changer de paradigme. Et ça va de toutes les phases du développement à la mise en service, de la conception à la mise en service. Ça concerne aussi ce changement de paradigme, ça concerne le licensing, ça concerne la commercialisation pour justement gagner cet objectif économique. Alors c'est la raison pour laquelle tous les concepteurs de réacteurs explorent en ce moment, à différents stades, 3 leviers qui sont essentiels, qui seront largement développés par Arnaud tout à l'heure. C'est d'abord la simplicité, qui est finalement permise par le niveau plus faible de puissance, avec le recours quasi systématique à des systèmes de sauvegarde passifs, c'est-à-dire qu'avec moins d'équipements, ça autorise aussi des architectures innovantes. Vous allez en voir une tout à l'heure dans la description de Louard. Donc, premier levier, c'est la simplicité. Le deuxième levier, c'est la modularité, d'où le terme de SMR. Et quand je parle de SMR, je dis le mot le plus important dans les 3 lettres, c'est le M. Parce que faire des petits réacteurs, tout le monde sait les faire. Ce qu'il faut, c'est les faire de façon économique. Et ça passe par ce changement de paradigme, de les faire autrement, c'est-à-dire de fabriquer l'essentiel de l'installation des réacteurs sur des modules qu'on fabrique en usine, dans des conditions de fabrication bien meilleures que sur site, de façon reproductible, avec un objectif complémentaire qui est celui de réduire les temps de construction, de temps de montage, de réalisation sur site, et de réduire évidemment les risques qu'on trouve dans toutes les réalisations sur site. Le troisième levier qui est très important, c'est la standardisation, qui va permettre de bénéficier complètement de l'effet de série, et ça pour plusieurs pays différents. Alors ceci, ça suppose de pouvoir licencier, de pouvoir commercialiser le même design dans tous les pays. Et je peux vous dire que c'est un vrai challenge. Il suffit de voir l'EPR, c'est pas le même en Grande-Bretagne qu'en France, et certainement pas le même non plus en Finlande et en Chine. Donc ça, c'est 3 leviers qui sont très importants. Il y en a d'autres mais ceux-là, si vous pouvez les retenir, la simplicité, la modularité et la standardisation, c'est des leviers très importants parce que sinon on ne sera pas économique. Encore une fois, il faut contrebalancer les effets d'échelle, l'économie d'échelle qu'on a recherchée et qu'on a obtenue sur les grandes centrales. Donc, juste pour conclure, je suis exprimé cette introduction. Donc, on a devant nous une décennie, enfin entre les années 20 et le début des années 2030, qui va vraisemblablement être décisive pour conforter le potentiel des SMR dans le mix énergétique du futur. Donc, je vais laisser la parole à Arnaud, qui va d'abord délayer un petit peu ce que je viens de dire, reprendre avec d'autres mots, mais on insiste sur ce changement de paradigme parce qu'il est essentiel si on veut réussir le déploiement des SMR. Arnaud, à toi. Merci Jacques. Donc, pendant que Benoît fait la transition subtile d'une présentation à l'autre, on s'est réparti le travail entre Benoît et moi. Donc, Benoît va faire le focus sur le produit Nuard, donc le SMR français et bientôt européen. Et moi, je vais revenir un petit peu sur le cadre dans lequel notre projet s'inscrit, qui est, comme Jacques l'a bien introduit, un cadre mondial, européen et mondial, et pas un cadre franco-français. Voilà. Alors bon, je pense qu'on a aujourd'hui tous conscience de l'urgence climatique à laquelle on fait face. Et c'est une illustration là, qui est issue de production de l'Agence internationale de l'énergie sur les évolutions de demande en électricité à échéance 2050, qui vont de pair avec la baisse que l'on souhaite atteindre des émissions de CO2, voire arriver à une émission nette égale à 0 de CO2. Et ça passe par potentiellement une utilisation de l'électricité beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Les 3 forces qui amènent à cette évolution de la consommation électrique sont le développement économique des pays et la démographie qui est associée,
Le renouvellement des capacités, on y reviendra largement, notamment des capacités de production électrique par le charbon. Et puis l'électrification d'usage, on entend beaucoup parler d'électrifier les automobiles. Donc ça, c'est des chiffres que vous avez peut-être déjà rencontrés, où on voit qu'on vise un pic d'émissions de CO2 à échelle 2030, donc demain quasiment, et puis que l'émission carbone, on vise la neutralité à l'échéance 2050. Donc c'est pas demain, mais c'est après-demain, en tout cas à l'échelle, vous le verrez, de la réalisation de nos projets nucléaires. Alors dans ce contexte-là, comment les SMR se positionnent? Alors je ne parle pas que du SMR Nuward, je parle de tous les SMR. Il y a des avantages qui sont partagés par toutes les technologies de SMR. C'est d'abord en termes de sûreté. On le verra Benoît l'illustrera sur la conception de Nuward. Il y a une volonté de réduire les initiateurs et d'avoir une conception intrinsèque, notamment par le biais dans le cas de Nuward, d'une conception intégrée. Jacques l'a dit, il y a aussi la volonté d'utiliser quasi systématiquement des systèmes de refroidissement passifs qui permettent un délai de grâce plus important que ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur les technologies actives. Et ce qui est visé également en termes de sûreté, et notamment en termes d'acceptabilité du public, c'est d'avoir la possibilité de réduire les zones d'évacuation d'urgence en cas d'accident aux limites du site. Donc ça, c'est évidemment, ça dépend des autorités de sûreté, des politiques locales, mais en termes de design, on est prêt à défendre, dans beaucoup de technologies de SMR, que les zones d'évacuation sont limitées au site nucléaire. Ça, c'est le premier levier, c'est la sûreté. Le deuxième, c'est la compétitivité, avec des cibles de coûts qui sont très voisines de celles que l'on a dans les gros réacteurs. Et ça, c'est un challenge, comme l'a expliqué Jacques, j'y reviendrai après. Comment faire pour contrer cet effet d'échelle que l'on perd absolument quand on passe de 1500 MW à 340 MW dans le cas de Nuward. Un effet bénéfique également, c'est le besoin fortement réduit en investissement absolu. Pour un pays mobiliser plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards pour développer un parc de gros réacteurs, c'est souvent inaccessible et on a plusieurs projets qui ont échoué dans le passé parce que les pays n'étaient pas capables de mobiliser ces montants. Avec les SMR, on réduit tout d'une échelle quasiment 10, avec des investissements de l'ordre du milliard qui, on le pense, seront beaucoup plus accessibles à beaucoup plus de pays. Un autre aspect lié à la petite taille des projets, c'est la réduction des risques, et notamment les risques importants auxquels on fait face dans tous les gros projets, en tout cas dans les pays européens et les pays occidentaux, on va dire. C'est les risques de construction qui sont énormes, parce qu'on a des chantiers très complexes, avec énormément d'activités de construction qui sont réalisées in situ. Et donc on attend des SMR une réduction de ces risques, et avec évidemment une maîtrise des calendriers de construction, et également, on le verra, une réduction de ces calendriers. C'est une démonstration qui reste à faire, mais c'est un objectif. Évidemment, allant de pair avec la petite taille, c'est des réacteurs qui peuvent s'insérer plus facilement dans des réseaux peu développés, donc dans des pays plus petits, qui sont potentiellement intéressés pour acquérir de la technologie nucléaire, mais qui n'ont pas une capacité pour accueillir des gros réacteurs de 1000 ou 1500 MW. Et puis un dernier aspect qui est intégré dès le début de la conception, c'est la polyvalence, puisque beaucoup de technologies SMR visent à des utilisations électrogènes, mais pas uniquement. Il y a aussi la possibilité, dès la conception, d'utiliser de la chaleur pour alimenter des réseaux de chaleur, des procédés industriels, voire la désalinisation, et même on peut aller jusqu'à la production d'hydrogène. Alors, ce n'est pas des concepts qui sont nouveaux, puisque ces conditions de succès des SMR traînent depuis plusieurs décennies. Comme l'a dit Jacques, c'est la 3e conférence SMR de la Sven en 10 ans, donc c'est des concepts qui existent depuis longtemps. Et donc, on y reviendra aussi, les idées de standardisation, modularité et production de série, qui sont inhérents au concept SMR et qui sont des facteurs de succès.
Et enfin, Jacques l'a également cité, les harmonisations auprès des autorités de sûreté. Donc ça ne dépend pas des développeurs de projets, ça dépend aussi du contexte réglementaire. Et on verra qu'est-ce qu'on fait sur NUWARD sur ce sujet-là. Alors je suis désolé, c'est des slides un peu fournis, mais vous n'êtes pas obligé de tout lire, je vais vous le raconter. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, la voie de la petite taille, elle n'est pas nouvelle, elle date des années 60, notamment, on le sait très bien dans la région, avec les réacteurs de propulsion navale, qu'ils soient civils ou militaires. Et d'ailleurs, on fête cette année les 50 ans de Technic Atome, donc c'est déjà une longue histoire. Donc, il existe déjà des petits réacteurs nucléaires depuis plusieurs dizaines d'années. Mais également en parallèle, alors de façon un peu théorique, donc sur le papier, il y avait cette volonté de rechercher une alternative en matière de sûreté et de compétitivité. C'est toujours les deux qui vont ensemble. Et notamment aux États-Unis, je pense suite aux échecs des réacteurs, des projets de taille moyenne, AP1000 notamment, il y a eu une volonté politique d'investir dans des nouvelles technologies dès 2011 pour soutenir le développement de beaucoup de technologies, donc avec un grand foisonnement, on le verra après, avec cette visée exacte. On a cité là une publication de 2011, de maintenir le leadership américain en matière technologique, donc une volonté de développer des innovations, mais également une visée commerciale à terme, évidemment. Donc ça, ce tournant-là, il a commencé aux États-Unis au tournant des années 2000, donc ça fait déjà une petite vingtaine d'années. Alors aujourd'hui, pour être honnête, le marché des SMR n'existe pas encore. Il y a plusieurs pays qui sont cités là, mais on peut en rajouter d'autres, on le verra après, qui investissent parfois assez lourdement dans les développements technologiques, et la France en fait partie de plus en plus, qui avancent dans la construction de têtes de série pour les technologies les plus matures, donc on le verra pour celles qui se rapprochent des générations 3, mais aussi dans la construction de générateurs pour ceux qui sont en génération 4, d'ici à 2030. Mais aujourd'hui, le seul SMR, en tout cas qui se prétend tel existant, c'est un réacteur russe qui fait 2 fois 30 MW sur une barge. C'est le seul qui est opérationnel aujourd'hui. Donc, en parallèle de ces développements de technologie, il y a aussi beaucoup de pays qui commencent à se positionner et qui se projettent, comme on l'a vu sur le net zéro à l'échéance 2050, qui commencent à intégrer dans leur politique énergétique la possibilité de construire des SMR. Et ça, c'est très positif, parce qu'on l'a vu, il faut le soutien politique, et on le reverra tout à l'heure, notamment en matière d'harmonisation réglementaire. Donc, ces pays sont notablement le Canada, qui s'est déjà doté d'une roadmap il y a déjà plusieurs années, et qui a fait un choix technologique qui n'est pas celui de NUWARD, comme vous le savez peut-être, qui a fait un choix technologique pour développer ces SMR au Canada. Mais également, il y a des mouvements en Europe. Il y a plusieurs pays qui sont cités là. La République tchèque, qui a identifié déjà 6 sites pouvant potentiellement recevoir des SMR, qui a lancé un processus de consultation du marché auquel, pour le coup, NUWARD participe. Il y a aussi la Pologne, l'Estonie, la Bulgarie, la Roumanie. Il y a beaucoup de pays qui se positionnent, et la Finlande aussi, qui commence à réfléchir à se doter d'une politique pour les SMR. Alors, on note de par le monde, que ce soit en Europe, principalement en France, mais aussi potentiellement en UK, beaucoup aux États-Unis, en Asie, un soutien politique assez fort, avec des financements relativement importants. Et donc, ça crée une compétition à l'échelle planétaire sur les technologies qui sont en cours de développement. Malgré tout, comme je vous l'ai dit, il n'y a toujours pas de développement commercial démontré pour aucune de ces technologies. Et le projet le plus abouti qui est en cours, c'est le projet américain de NuScale, qui a déjà identifié un site, qui a obtenu sa licence auprès de la NRC,
certes avec une puissance inférieure à celle qu'il vise in fine, il continue à prédire un démarrage au tournant des années 2030, mais on sent quand même que le projet a du mal à se concrétiser. Donc il y a encore des démonstrations à faire pour que ce marché se concrétise vraiment. Également, il y a une modification de la structure des intervenants sur ce marché, puisque à côté d'acteurs du nucléaire traditionnels, on va dire, portés par souvent des sociétés qui ont développé des gros réacteurs, il y a toute une taxonomie de sociétés beaucoup plus petites qui investissent parfois sur fonds privés, donc sur le mode start-up, et qui parfois sont soutenus par des industriels qui imaginent utiliser les résultats de ces développements pour leurs propres besoins. Donc, qui ne sont pas des industriels, qui sont des utilities habitués avec lesquels les opérateurs, les vendeurs, les constructeurs de réacteurs sont habitués à échanger. Donc il y a également cette évolution du marché que l'on constate beaucoup aux États-Unis, mais qui arrive également en Europe avec notamment certains projets français. Donc tout ça nous amène à une variabilité assez importante des technologies. Aujourd'hui, il y a un bouquin très intéressant que vous trouvez sur Internet en accès libre sur le site de l'AIEA qui s'appelle la base ARIS, qui recense l'ensemble des technologies de SMR qui sont plus ou moins vivantes de par le monde. Et la version 2022 de ce petit booklet, un petit booklet qui fait 300 ou 400 pages, vient de sortir, et on voit qu'il y a plus de 70 concepts qui sont développés par le monde et qui sont dits plus ou moins actifs, mais il y a quand même plusieurs dizaines de projets qui sont actifs. Alors, parmi ces projets, on a essayé de les catégoriser. Il y a le premier facteur d'hétérogénéité, c'est la cible de puissance. Alors ça, c'est une vision Neward ou EDF. Le premier critère de discrimination, c'est la puissance, avec des réacteurs qui sont de très petite taille, donc jusqu'à 15 MW, de 5 à 15 MW électriques. Alors là, on est clairement sur des besoins qui ne sont pas associés à des réseaux électriques, mais plutôt pour l'alimentation de bases militaires, de sites industriels isolés ou de communautés isolées, insulaires, etc. Bon, ce n'est pas le marché sur lequel Neward se positionne. On a ensuite des usages intermédiaires, donc qui vont de 15 à 200 MW électriques, où là, on est souvent sur des usages mixtes, à la fois chaleur, électricité, alimentation de sites industriels comme des mines, des sites d'extraction de gaz ou de pétrole, voire des sites de production d'hydrogène à plus long terme. Et enfin, on a le marché que nous, on a analysé comme étant le plus important et le plus intéressant pour la technologie Neward. C'est le marché qui est principalement orienté production d'électricité sur le réseau, même si il y a d'autres applications possibles en complément, mais l'utilisation principale visée, c'est la production d'électricité. Et là, ce qui est visé, c'est le remplacement des centrales à charbon. Il y a plusieurs centaines de centrales à charbon qui sont actuellement en exploitation de par le monde, qu'il va falloir remplacer, surtout, parce que d'une part, elles vont arriver au terme de leur vie, et également, on va vouloir les remplacer par des moyens qui ne produisent pas de CO2. Une autre application potentielle, c'est l'électrification de sites isolés industriels importants, donc comme j'ai déjà cité, mais avec des moyens, des besoins quand même conséquents, ou de villes de taille moyenne qui seraient un peu isolées sur les réseaux. Et puis, comme on l'a déjà dit, c'est une capacité de s'insérer dans des réseaux de petite taille. Donc ça, c'est la cible de Neward. Juste pour mentionner la définition de SMR au sens de l'AIEA, c'est un réacteur de moins de 300 MW électriques. Alors on verra, les limites supérieures ne sont pas totalement définies. Le deuxième facteur d'hétérogénéité, c'est la technologie qui est retenue pour ces projets et la capacité à être mature à un terme plus ou moins proche. Donc là, on a fait deux catégories. Il y a ce qui est en bleu, donc c'est les technologies qui sont basées principalement sur des réacteurs à eau
que ce soit bouillant ou pressurisé, où là, évidemment, on va retrouver le réacteur Neward. Alors, j'ai fait le compte sur le site AIEA, des technologies, tout projet confondu, qu'elles soient très actives ou très peu actives. Il y a 33 technologies différentes qui existent aujourd'hui dans ces deux catégories de réacteurs refroidis à eau de par le monde. Ça comprend des technologies à terre, mais également des technologies marines, comme on l'a dit précédemment sur le projet russe. Ensuite, on a une autre. Donc, ces technologies-là se basent sur certains concepts qui sont préexistants dans les réacteurs du parc actuel. C'est pour ça qu'on estime que leur niveau de maturité est supérieur à toutes les autres technologies, donc les autres couleurs, et qu'elles pourraient arriver à maturité au tournant des années 2030, donc d'ici une dizaine d'années. Contrairement aux autres technologies qui représentent une cinquantaine de projets différents, qui vont des réacteurs haute température à gaz, des réacteurs à sel fondu, des réacteurs à neutrons rapides ou des micro-réacteurs. Donc là, on a une cinquantaine de technologies dont on estime que leur maturité pour arriver sur le marché nécessite des développements plus longs, d'une dizaine d'années. Et donc, ce qui est attendu, en tout cas l'analyse que l'on fait, c'est qu'elles ne seront pas opérationnelles avant les années 2040. Ça, c'est la même vision de l'ensemble des technologies, enfin pas l'ensemble, mais la plupart des technologies actuelles, mais avec une visée géographique. Donc on voit qu'il y a un poids très important, comme je le disais, sur base de financement du DOE américain, du Department of Energy américain, pour développer de nombreuses technologies innovantes de SMR. On a un autre poids de l'autre côté de la map monde en Asie, avec beaucoup de projets chinois notamment. Et puis on a quelques projets, il y a un troisième pavé russe, avec beaucoup de technologies également côté russe. Et puis on a quelques projets en Europe également, avec nommément Neward évidemment, mais aussi le réacteur anglais de Rolls-Royce. Alors je voudrais revenir sur l'aspect compétitivité des SMR. Jacques l'a déjà cité en partie, mais ça vous illustre, et ce n'est pas la vision du coup de Neward, c'est une vision OCDE NEA qui explique les leviers impératifs à mettre en place pour contrer l'effet d'échelle. Donc historiquement, on a eu des réacteurs de plus en plus gros pour bénéficier de cet effet d'échelle et avoir une électricité au mégawatt électrique ou au mégawattheure de plus en plus avantageuse, de plus en plus basse. Et là, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on réduit tout d'un facteur quasiment 10. Donc les leviers pour faire ça, c'est commencer par le design modulaire. Donc évidemment, c'est dans le nom, donc on a du mal à pas l'imaginer. Ça passe par une fabrication en usine de, au moins dans le cas de Neward, au moins 80% des composants. Une facilité de montage sur site et une réduction des activités sur site assez drastique. Avec ce qui est visé, c'est les avantages coûts et durée de construction. Le deuxième aspect, c'est un aspect de design. Donc là, Benoît vous l'illustrera immédiatement après. C'est d'avoir des architectures simplifiées, beaucoup plus compactes, plus simples et plus petits, et qui font appel à des technologies qui sont plus standards en matière d'équipement. Donc les pompes primaires d'un EPR font plusieurs mégawatts. Les pompes primaires d'un SMR comme Neward font quelques centaines de kilowatts. Également en matière de génie civil, avoir des structures qui soient plus simples à construire, plus petites. Et puis, on l'a déjà dit, cette simplification va aussi faciliter le montage sur site et les activités de construction. Le troisième levier très important, c'est la standardisation et l'effet de série. L'idée, c'est qu'on ait un corps technologique qui varie le moins possible d'un pays à l'autre, d'un projet à l'autre, et que par conception, on se permette certaines évolutions de cette conception. Aujourd'hui, si vous regardez les EPR, quasiment chaque EPR est différent dans les 4 EPR qui existent. L'idée, c'est de sortir de cette complexité qui coûte énormément en matière de design, en matière de construction,
Et donc, c'est d'avoir un design standard qui permette la production de composants en série qui soient toujours les mêmes. Et ça passe par un accompagnement de programmes de taille suffisante. On ne peut pas imaginer ne faire qu'un SMR. Il n'y a pas du tout d'effet de série. Le dernier aspect important, c'est l'harmonisation. Et là, c'est hors de contrôle des développeurs de technologie. C'est qu'aujourd'hui, chaque pays a potentiellement des exigences réglementaires différentes. On a fait le mapping entre plusieurs pays européens et on s'aperçoit qu'il y a des différences assez conséquentes. Et donc, il est impossible, avec une même technologie, de répondre à ces exigences. Donc, il y a un effort qui doit être fait par les autorités de sûreté, par les autorités réglementaires, pour avoir un cadre le plus stable possible. Et on verra qu'on a initié certaines choses dans le cadre du projet New World. La finalité de tout ça, c'est évidemment d'avoir un produit qui coûte moins cher, qui compense cet effet d'échelle. C'est aussi d'avoir un financement facilité. On sait que dans le nucléaire, la plupart des coûts sont investis au début, quand on fait la construction, et qu'on a des coûts d'exploitation qui sont ensuite relativement réduits. Et donc, tous ces leviers devraient permettre de rassurer les investisseurs sur le fait qu'on va avoir des revenus qui sont garantis parce qu'on maîtrise le risque, notamment de construction, et qu'on n'a pas de risque non plus réglementaire trop important, qui sont des difficultés dans les projets nucléaires. Et enfin, il y a le déploiement international. L'idée, c'est que ça profite quelque part à beaucoup de pays, à la fois en Europe, donc pas qu'en France évidemment, à la fois en Europe, mais aussi à l'international, dans des pays qui n'ont pas aujourd'hui accès à la technologie nucléaire. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Benoît qui va vous parler du produit. Je te remercie Arnaud. Alors du coup, je vais quand même regarder, mais effectivement, on va basculer sur une petite séquence musicale, le film, qui va aussi avoir l'avantage de vous faire travailler votre anglais, puisque c'est donc un film commercial et c'est un produit dont on en parle pas mal sur le marché français, mais c'est aussi un produit pensé à l'export. L'enjeu, un des enjeux majeurs, c'est effectivement d'aller chercher des clients à l'international. Donc on va faire cette petite vidéo et ensuite je ferai un deuxième round avec des arrêts sur image qui illustrent un peu plus les choix de design du produit qui ont été opérés. C'est un bon support de communication. Hop. Film et maintenant je vais le laisser poursuivre pour pouvoir faire des arrêts sur image et vous décrypter au fur et à mesure parce que c'est bien mais c'est beaucoup de
C'est beaucoup d'informations en quelques secondes. Donc là, on arrive sur le site. Donc en fait, une centrale Newhard, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 2 unités de production, donc 2 réacteurs indépendants. Le site peut être implanté en bord de mer, en rivière également. En fait, il est en source froide fermée. Donc quelque part, ça laisse une latitude sur l'implantation de site qui est la plus large possible, notamment parce qu'on va essayer d'aller chercher des marchés qui sont ceux de centrales à énergie fossile aujourd'hui, c'est ce que vous voyez là, donc centrale à charbon, centrale à gaz. Ça explique aussi la plage de puissance que l'on vise, Arnaud en parlait, 300 à 400 MW électriques, c'est aujourd'hui exactement la place des centrales à charbon et à gaz. Donc les clients qui sont dans une stratégie de décarbonation de leur électricité sont intéressés par ce type de produit. C'est pour ça qu'on en a mis 2 le jour. Finalement, on s'est dit, un Newhard, ce sera 2 réacteurs et non pas 6 comme on l'envisageait au départ. C'était plus clair sur la stratégie puisque ce n'était plus en opposition avec les gros réacteurs de puissance. C'était un complément à la gamme. De ce jour-là, effectivement, EDF a dit banco, j'en veux et ça je veux que ça figure à ma carte de visite. Donc ensuite, on va voir l'articulation générale sur le site. Alors, un des enjeux de ce réacteur, c'est effectivement qu'il procure une grande manœuvrabilité par rapport à différents usages. Il y a l'usage électrogène, mettre de l'électricité sur un réseau. Il y a de l'usage qui va être plus localisé sur des gros consommateurs de type production d'hydrogène, de type désalinisation, de type cogénération. Donc c'est resté, je dirais, compatible de tous ces usages, et ça c'est permis par des petites tailles de réacteurs. Sur l'organisation générale, vous voyez, commençons par les 2 îlots conventionnels qui abritent les machines donc, de conversion de l'électricité, au nombre de 2, puisqu'il y en a un par unité de production, donc les réacteurs qui, eux, sont cachés dans ce grand bâtiment, le Nuclear Island, dans le jargon, et dans lequel on va rentrer plus en détail. Autour de ce bâtiment-là, qui est un bâtiment renforcé, sur le principe coque-avion, donc résistant à toutes sortes d'agressions externes, on va trouver un autre bâtiment, qui est le bâtiment des auxiliaires nucléaires, qui lui abrite des systèmes qui n'ont pas à être protégés. L'objectif, un des enjeux, c'est de faire un bâtiment protégé, coque-avion, le plus petit possible pour des raisons économiques. Et donc à présent, on va rentrer dans l'îlot nucléaire. Donc sur la technologie, on en a parlé, on est sur de la génération 3+, avec un standard de sûreté plus élevé. L'organisation générale du bâtiment, c'est les 2 réacteurs dans le même bâtiment, qui donc ont des éléments mutualisés. Ici, le pont lourd que vous voyez en partie supérieure. Alors, un point important, c'est que ce bâtiment, il est semi-enterré et que le niveau du sol se trouve à peu près en haut de ce qu'on appelle les murs d'eau. Je reviendrai là-dessus. Donc, en fait, il y a la moitié sous le sol, la moitié au-dessus du sol. Ça procure une résistance aux agressions externes assez intéressante, notamment au séisme. Mais effectivement, les études confirment qu'il n'y a pas d'amplification sismique à craindre. Donc, ça, c'est un élément assez favorable. Donc, la partie supérieure du bâtiment, c'est un grand hall qui mutualise des équipements type pont lourd, type machine de chargement-déchargement. Et puis, logé entre les 2 réacteurs, la piscine du combustible usagé, donc mis au milieu pour des raisons logiques de desserte de l'un et de l'autre des réacteurs. Alors, cette piscine, elle est assez largement dimensionnée, puisque je crois qu'elle peut stocker 10 années de production des 2 réacteurs. Donc là aussi, on va jouer sur un effet d'inertie, c'est-à-dire beaucoup d'eau, qui permettent de s'affranchir de systèmes de sécurité actifs sur un début d'accident. Donc une piscine très largement dimensionnée. Et ensuite, on va rentrer dans une des unités de production pour déshabiller un petit peu le réacteur. Alors, avant de rentrer, vous voyez que chaque réacteur, donc là, ce que l'on visualise, c'est l'enceinte de confinement, enceinte métallique, donc la 3e barrière, qui elle-même est plongée dans un grand bassin qu'on appelle le mur d'eau et qui constitue la source froide en accident du réacteur. Ordre de grandeur de ce mur d'eau, 5000 m3, et c'est le volume de ce mur d'eau qui va dimensionner le délai de grâce, c'est-à-dire le temps pendant lequel le réacteur peut tenir au moyen de systèmes purement passifs, en accident. Donc là, on ouvre, on visualise la 3e barrière, donc une enceinte métallique, dimension approximative, 15 mètres de diamètre, 17 mètres de hauteur, un objet qui tient à peu près à 10 bars de pression interne en accident et qui donc, de ce fait, est faisable sur des technologies métalliques et non pas en génie civil plus liner comme c'est habituellement fait sur les plus gros réacteurs. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un objet qui est plus facilement préfabricable, qui apporte des caractéristiques sur la gestion des accidents et sur la maîtrise globale de la qualité. À l'intérieur de cette enceinte, on a glissé un certain nombre de systèmes.
au-delà du bloc chaudière que vous visualisez au centre, vous voyez qu'il y a d'autres modules. Alors, tous les modules nécessaires à l'exploitation du réacteur ne sont pas là, loin s'en faut. Quels modules on a choisi de garder à l'intérieur de cette enceinte de confinement? Ceux du coup qui sont importants pour la gestion des accidents, donc les systèmes dits de sauvegarde. Deux types de systèmes. Le système RRP, qui est le système passif, donc au début de l'accident, donc 2 modules équipés de ce système-là, et puis le système d'injection de sécurité, qui sont les gros bidons rouges que vous voyez là. Alors, c'est une injection de sécurité qu'on pourrait qualifier de moyenne, voire de très moyenne pression, hein. Pression d'injection, là, on oscille entre 40 et 60 bars en ce moment. C'est une donnée assez fluctuante. Mais globalement, ça veut dire que sur les 8 modules qu'on appelle les modules en quartier d'orange qui équipent l'intérieur de l'enceinte, 6 sont dédiés au système de sauvegarde. On en a un pour l'exploitation courante, et notamment en arrêt. Et on a un seul module qui est dédié au système normal d'exploitation, notamment celui qui va récupérer l'ouverture des soupapes primaires, donc la bâche de détente. Globalement, le reste des modules nécessaires au fonctionnement de la chaudière se trouve à l'extérieur, dans le bâtiment. L'objectif, c'est aussi de garder une enceinte la plus petite possible pour qu'elle soit préfabricable. Et ce que vous voyez là, ce gros tuyau bleu, c'est en fait les sorties vapeur du réacteur qui se regroupent en un tronçon commun et qui ensuite vont cheminer évidemment vers l'îlot conventionnel qu'on visualisait tout à l'heure. Donc on va continuer à zoomer vers l'intérieur pour entrer dans le bloc chaudière, qui est vraiment là le cœur du procédé. Donc ça va illustrer le principe d'architecture intégrée. Donc à l'extérieur, ce que vous voyez, c'est une cuve relativement classique. C'est d'ailleurs le point de départ du design, c'est de prendre un objet cuve qu'on sait déjà fabriquer. Donc on a pris dans l'esprit une cuve d'un réacteur 900 MW, en termes de diamètre, en termes de hauteur. Et du coup, on a aménagé l'intérieur pour voir quelle puissance on pourrait réaliser à l'aide de 2 ou 3 innovations technologiques. Donc, comme vous le voyez, elle est équipée de pompes primaires qui sont directement accrochées à la cuve, en technologie à rotor noyé. Effectivement, les puissances n'ont rien de comparable avec des GMPP du parc. Il y a un ordre de grandeur d'écart. Et ce sont des technologies, du coup, qui sont beaucoup plus accessibles à un certain nombre de fabricants. Elles imposent aussi d'aller vers plus de séries, puisque un réacteur est équipé de... Alors là, vous avez 8 pompes primaires sous les yeux. On est repassé à 6 pompes. Et donc, 6 pompes fois 2 réacteurs, ça fait déjà 12 pompes primaires pour équiper une seule centrale Newark. Donc ça, c'est un effet de série qui est intéressant pour l'industriel qui est en charge de ce marché. À l'intérieur, donc vous visualisez le combustible finalement dans une partie qui est centrale en bas du réacteur, mais qui est assez petite. Habituellement, une cuve, c'est surtout rempli du combustible. Bon, là, vous voyez que ça occupe qu'un petit volume. En fait, c'est un combustible qui est standard, c'est le cœur crayon 76. Alors, il y a 76 éléments combustibles en cœur crayon 17 par 17. En revanche, sur la hauteur, on a coupé en deux, puisqu'il fallait qu'ensuite on rentre à l'intérieur tout le reste, donc les systèmes de contrôle de la réactivité, les mécanismes qui sont complètement immergés. Complètement immergés, ça veut dire que la partie mécanique est dans le fluide primaire, mais également la partie bloc électromoteur qui est dans cette zone-là supérieure. Et donc, simplement, la chose qui rentre et qui sort, c'est le signal électrique pour commander ces mécanismes et pour en mesurer la position. Donc, quelque part, là, c'est une première innovation, c'est réussir à immerger toute l'électromécanique associée aux mécanismes de commande. Deuxième grosse et principale innovation, ce sont les générateurs de vapeur à plaque. Comme vous le voyez, ils sont très compacts, comme leur nom l'indique. En fait, ils sont même extrêmement denses puisqu'ils permettent un échange de puissance thermique qui ne permet un gain à facteur 10 par rapport à des échangeurs classiques type échangeur à tube. Donc c'est là-dessus que repose l'essentiel du design. Et étant très compact, on arrive finalement, ça c'est un choix d'architecture majeur qu'on a fait il y a assez longtemps sur le projet, on arrive à accéder au combustible et à le recharger sans avoir à déposer ces échangeurs de vapeur, donc, qui eux sont plutôt positionnés dans une veine périphérique du réacteur. Le troisième élément qui est intégré, et qui n'est pas classique en ce sens, c'est le pressuriseur, qui est en partie haute du circuit primaire, qui va être en libre communication avec le volume fluide qui est en cuve en dessous. Sa mission, comme d'habitude, c'est de réguler la pression primaire. En revanche, il va être délimité par le couvercle d'une part, et d'autre part, une espèce de grande plaque de fond qui va donc abriter les différents équipements nécessaires à la régulation de pression, notamment les éléments chauffants immergés. Donc voilà, en quelques mots, sur quoi repose l'architecture intégrée du réacteur. Et je crois que c'est la fin du petit film, je vais pouvoir reprendre le déroulé de la présentation.
avec les quelques grandes exigences, 60 ans de durée de vie et une disponibilité réacteur de 90%, qui se compare finalement à ce qu'on connaît déjà sur les réacteurs du parc. Donc c'est finalement faire aussi bien avec un design, une architecture intégrée qui est a priori moins évidente, puisque vous voyez que pour accéder au combustible, il faut enlever plus de choses. S'il ne fallait citer que cet exemple-là. Donc je reviens sur le support pour se remettre en mémoire le cahier des charges principal. Donc c'est produire avec 2 réacteurs, une puissance électrique de 340 MW, en sommant les deux, ce qui correspond par réacteur, et pour un chaudieriste qui préfère parler en puissance thermique, parce qu'après il y a l'aspect conversion pour produire de l'électricité, donc le chaudieriste va essayer de designer un réacteur pour produire 540 MW thermiques par réacteur, avec un combustible qui est un combustible standard, enrichissement standard. L'objectif évidemment, c'est de maximiser la modularité du design. Ce qu'on entend par modularité, c'est notamment penser le produit pour avoir le minimum d'opérations de fin de fabrication, de montage à réaliser sur le site. Et ça, évidemment, ce design intégré le permet plus facilement que des designs sur lesquels on aura des réacteurs avec des branches, des soudures assez compliquées à réaliser, à contrôler sur le site. Donc c'est un petit peu le point de départ du raisonnement. Ça intègre également la mise en module d'un maximum de systèmes, parce que c'est intéressant pour les monter, pour les pré-tester et pour les transporter. Le principe de sûreté passive, je reviendrai dessus. Alors, point plus anecdotique, mais quand même, travailler l'intégration paysagère, et ça, donc effectivement, un bâtiment qui est semi-enterré et qui donc dépasse moins, c'est quelque part, ça, c'est aussi quelque chose de favorable par rapport à l'acceptabilité. Donc, on vise un design qui soit compatible d'exigences multiples. Donc ça, c'est effectivement garder, proposer un standard à nos clients et ne pas les faire dévier de ce noyau dur de design, bien qu'eux-mêmes aient leurs propres exigences, leurs propres régulateurs, leur propre contexte, leurs propres besoins et leur propre histoire. Parce qu'on voit que le nucléaire, c'est quand même une histoire qui est propre à chacun des pays. Donc c'est ne pas trop dévier par rapport à ce que les uns et les autres pourraient demander par rapport à un produit de base. C'est la logique de l'automobile avec, écoutez, si vous voulez des options, on peut vous les vendre. Mais par contre, le produit, c'est d'abord celui-là. La cible de premier béton qui est extrêmement ambitieuse, c'est donc affiché premier béton pour la tête de série en France en 2030. Et on verra que sur le délai de développement, c'est un bon challenge pour les équipes. Et enfin, c'est rester ouvert à des usages qui ne sont pas forcément que mettre de l'électricité sur un réseau, mais également d'autres productions plus locales d'énergie, comme l'hydrogène ou la désalinisation. Voilà, donc ensuite, c'est effectivement comment on arrive à répondre à ça. Alors, ce slide illustre finalement la comparaison d'une architecture intégrée, où tout est à l'intérieur de la cuve et du couvercle, par rapport à une architecture de REP à boucle, comme l'EPR par exemple. Alors, l'échelle n'est pas respectée, mais vous voyez que finalement, sur le périmètre, là, c'est strictement équivalent. Donc, un EPR, on va voir cuve et couvercle, reliés par 4 branches primaires, avec des grosses pompes primaires accrochées dessus, des générateurs de vapeur de plus de 25 mètres de haut, un pressuriseur et la liaison du pressu avec la branche primaire. Donc ça nous fait un développé qui est quand même assez conséquent, à comparer avec cet objet-là, Neward, donc un réacteur intégré et tout est à l'intérieur. Donc small is beautiful quelque part. Ça suppose quand même, et on le verra sur le slide d'après, des innovations, développement d'innovations majeures pour permettre ce gap. Par contre, le gain, il est à l'intérieur, il est surtout à l'extérieur, puisque ayant un petit réacteur, un petit contour de la deuxième barrière, ça nous permet d'avoir un petit contour de la troisième barrière, de l'enceinte métallique. Et donc on a vu le choix qu'on a fait de mettre quelques systèmes, mais les plus importants à l'intérieur. Ce sont les systèmes qui nous permettent de gérer de manière passive les accidents. Donc quelque part, quand on bascule en accident, il y a 2 choses à faire l'alarme réacteur, faire activer ces systèmes passifs, et ensuite laisser faire pendant le délai de grâce, typiquement 3 jours. C'est ça le principe de fonctionnement d'un Neward. Et l'autre élément, c'est de dire si un réacteur bascule en accident, le deuxième réacteur qui se trouve dans le même bâtiment, et il communique par un hall les deux, ne sera pas affecté. Donc c'est vraiment gérer de manière individuelle chaque réacteur. Donc l'enceinte métallique, on en a assez largement parlé, ainsi que l'architecture globale du bâtiment. Alors dans le bâtiment, on devine quand même les alvéoles qui sont donc extérieures au mur d'eau, qui sont vraiment dans le bâtiment proprement dit, et qui en fait sont équipés de modules ou de skids
En fait, ça ressemble à des conteneurs de transport. On va affecter à chacun de ces conteneurs une fonction que l'on va prééquiper, prémonter, transporter assez facilement et acheminer dans le bâtiment avec sa structure modulaire. Donc ça, c'est la logique de construction. Sur la logique de maintenance, ce sera au coup par coup, on débarque un module ou alors on ne débarque que l'équipement qui a besoin d'être maintenu et remplacé. Là, il n'y a pas de dogme, mais par contre, c'est évidemment pour ensuite créer une filière de montage, d'assembleurs de modules sur différents marchés, alors que ce soit en France ou d'autres marchés. Voilà pour ce slide. Hop. Et donc, les quelques innovations qui rendent cette architecture intégrée possible, dans l'ordre d'importance, très certainement, d'abord les échangeurs de vapeur à plaque, donc appelés CSG, donc Compact Steam Generator. Vous avez compris qu'on parle pas mal anglais sur ce projet. Ce sont des objets assez formidables, ces générateurs de vapeur à plaque, parce qu'ils génèrent dans un encombrement de 800 mm par 800 mm sur une hauteur de 3 mètres, une puissance thermique de 90 MW. Et donc, comme je vous le disais, c'est 10 fois plus dense que des échangeurs à tubes. L'autre grand intérêt, alors comment ils y arrivent, c'est qu'il y a une surface d'échange qui est très importante. Ça, c'est lié au nombre de canaux. Ce sont des canaux millimétriques. Donc, il y a globalement 160 paires de plaques, chacune avec des canaux primaires ou secondaires. Et chacune de ces plaques est équipée de l'ordre de 130 canaux. Donc 160 x 130, ça nous donne le nombre de canaux, donc une grande surface d'échange. Et par ailleurs, on est en présence d'un échangeur dit simple passe, c'est-à-dire que les fluides primaires et secondaires se croisent en permanence, ce qui est optimal du point de vue de la théorie des échangeurs. Et donc en fait, ça nous permet, ils sont à contre-courant, simple passe à contre-courant, ça nous permet de gérer une vapeur au secondaire qui est une vapeur surchauffée. Donc ça, c'est très intéressant pour la machine qui se trouve derrière et qu'en général, on doit protéger vis-à-vis de titres vapeur qui seraient insuffisants. Donc là, on a fait le choix de sortir en vapeur surchauffée. Donc intéressant du point de vue fonctionnement. Par contre, cet objet pose pas mal de questions déjà sur sa fabricabilité. On est sur quand même des technologies assez nouvelles pour assembler ces 160 paires de plaques. D'autre part, par rapport au choix du matériau, qui est très lié au choix de la technologie retenue. Donc là, on est sur des plaques titane et on est sur une logique d'assemblage en soudage-diffusion, qui est une technologie encore assez nouvelle et sur laquelle on se fait les dents, parce que c'est quand même un développement technologique, donc avec tout ce que ça requiert. Ça pose également des questions sur sa justification dans le temps et vue d'un régulateur. Cet objet, le CSG, il est sur la deuxième barrière du réacteur. Il isole le circuit primaire du secondaire. À ce titre, il est soumis à un certain nombre d'exigences techniques et réglementaires qui sont assez élevées et qu'il faut discuter compte tenu du design assez particulier de cet objet. Donc c'est un objet assez fascinant sur lequel repose le concept et sur lequel on a un certain nombre de démonstrateurs qui illustrent que aujourd'hui la performance est plutôt au rendez-vous et que ce sont les aspects plutôt maîtrise de la fabrication, de la répétabilité et l'aspect justification globale vis-à-vis du régulateur qui sont les points à creuser, ainsi que de passer sur des démonstrateurs aujourd'hui à plus grande échelle. Voilà comment je pourrais résumer. Ce que je n'ai pas mentionné également, c'est que les CSG ont 2 usages dans le réacteur. Il y en a 8, toujours à poste. 6 sont là pour faire la puissance. Donc vous avez le 6 x 90 MW thermiques qui font les 540 MW thermiques du réacteur. Et 2 échangeurs à poste qui sont là pour faire la fonction de sauvegarde uniquement. Et donc qui vont intervenir dans le système passif que je vais vous détailler sur le 3e point. D'abord, je parle du 2e, l'immersion donc des mécanismes de commande de la réactivité. Donc c'est surtout immerger finalement la partie du bloc électromoteur et savoir faire rentrer et sortir le signal électrique donc pour activer ce bloc et pour mesurer la position. Donc en fait, il y a à la fois le mécanisme lui-même et ce qu'on appelle les harnais, le câblage immergé, et la pénétration, qui est en fait une bride mécanique posée sur la cuve qui va être la 2e barrière, qui va faire transiter le signal électrique, donc qui est aussi une innovation en soi. Donc là, on se pose également des questions en termes de démonstration. Donc on a un démonstrateur échelle 1 aujourd'hui qui devrait bientôt tourner. Et ensuite, nous allons compléter la démonstration avec une démonstration d'ensemble du mécanisme et sur toute la ligne de commande, en allant jusqu'au combustible pour démontrer notamment les temps de chute que l'on pourrait acquérir. Le 3e point, c'est le système de refroidissement passif. Donc c'est au début de l'accident, fonctionner de manière passive, c'est-à-dire sur des boucles de convection naturelle. Donc en fait, quand l'accident commence, on va 1. Arrêter le pompage primaire, 2. Faire chuter les mécanismes, et 3. Activer ce système passif dont la mission première sera de sortir les calories du fluide primaire vers le mur d'eau, la source froide en accident qu'on visualisait, qui est à l'extérieur de l'enceinte. Comment on sort les calories?
Une boucle de convection naturelle va se créer au primaire, puis ensuite, alors je ne sais pas si on voit ma souris, oui, ensuite il y a une petite boucle secondaire, donc là vous reconnaissez l'échangeur de vapeur à plaque de sauvegarde, le SCSG qui est à poste, qui donc fait communiquer le fluide primaire et secondaire. Le secondaire va entrer lui aussi en circulation naturelle et va rejoindre un dernier échangeur localisé à l'intérieur de l'enceinte, qui est un condenseur, et qui va mettre en communication ce fluide secondaire, alors en communication échange thermique bien sûr, ce fluide secondaire avec le fluide du mur d'eau. Et c'est là que va se créer la troisième boucle de circulation naturelle. Performance, donc il y a 2 trains de système passif RRP par réacteur. Performance attendue de chacun de ces trains aux alentours de 25 MW en pic. Je parle en pic parce qu'en fait la performance est très dépendante des conditions thermohydrauliques. C'est un système qui est purement passif, donc qu'on ne régule pas. Et c'est quand même un échange de vapeur qui est en fait très efficace puisque on casse la pression et la température du réacteur de manière assez marquée en début d'accident, ce qui est bien l'objectif, puisque la finalité c'est de sortir les calories et de limiter le terme source à la brèche pour ensuite n'avoir à faire un relevage, donc une injection de sécurité, comme je vous le disais, qu'en moyenne ou en basse pression, par l'intermédiaire du système RIS qu'on visualisait tout à l'heure. Alors je le dis un peu vite, c'est un système qui est compliqué à mettre au point. Et donc ça m'amène sur le dernier slide un petit peu technique. En fait, ce système passif, il est sous-tendu par des manipulations dites intégrales, donc des essais échelle 1 ou échelle représentative des phénomènes pour valider qu'on a bien la maîtrise complète des phénomènes. Donc c'est notamment la boucle Everest, qui est un des attendus de la fin de phase de conceptual design. Parce que ça, c'est un réacteur, alors ce n'est pas qu'un réacteur papier aujourd'hui, il y a un certain nombre de démonstrateurs, mais qui sont plus des démonstrateurs à l'échelle des composants. Et là, on essaie de passer à une échelle de démonstrateur de système avec les plus critiques, dont le système passif. Donc cette boucle Everest, elle est aujourd'hui localisée sur le CEA de Cadarache. Il lui manque encore 1 ou 2 composants pour bien fonctionner. Pour nous, c'est effectivement un des attendus pour démontrer la faisabilité du concept d'ici la fin de phase APS. Et il y a d'autres manipulations qui sont indiquées là, qui sont à des échelles plus élémentaires. Donc la manipulation Exocet qui caractérise des phénomènes d'échange thermique au niveau du condenseur secondaire-tertiaire, sur le même système passif. Donc ça, c'est plutôt sur un aspect qualification et recalage des codes de calcul qui sont utilisés. Et puis un essai de vieillissement et d'encrassement des canaux du GV à plaque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ayant des canaux millimétriques, on est plus sensible à des phénomènes de type colmatage ou de type encrassement. Et donc on souhaite un petit peu évaluer sur la durée le comportement avec un fluide secondaire représentatif, le comportement de ces échangeurs et leur capacité à faire la durée de vie. Un élément que je n'ai pas indiqué sur ces échangeurs, qui est très important, ils sont démontables par nature, puisqu'ils ont vocation à être démontés et remplacés au moins tous les 10 ans sur ce réacteur. Donc ce sont 6 petits objets, ça n'a rien à voir avec une opération de remplacement des générateurs de vapeur que vous pouvez connaître par ailleurs sur le parc. Et donc très clairement, sur les premiers réacteurs, on vise à le démonter assez régulièrement et à inspecter à cœur le vieillissement de l'échangeur pour estimer de manière plus fine sa durée de vie. Voilà, du coup, Arnaud, je te relaisse la main. Merci Benoît. Oui, je vais finir avec une illustration de comment on gère un tel projet. Comme vous l'avez compris, il y a des enjeux calendaires face à nos concurrents qui ont parfois démarré il y a plus de 10 ans. On a des enjeux technologiques qui sont importants, que Benoît vient de décrire. Et donc, le nucléaire français s'est réuni et travaille de concert pour le succès de ce projet, puisque les acteurs historiques du projet qui ont commencé à travailler dès les années 2010 travaillent toujours sur le projet. Donc, c'est par ordre alphabétique, je ne veux brusquer personne. Donc, le CEA, EDF, Naval Group et Technicatom, qui ont été rejoints depuis 2021 par un autre acteur important du nucléaire français, c'est évidemment Framatome, qui prend de la vitesse pour rejoindre le projet. Et on a aussi, mais il se concentre aujourd'hui sur l'îlot conventionnel, Tractebel, qui a rejoint le projet plus récemment. Donc cette équipe de France du nucléaire travaille, donc c'est, vous l'avez compris, la première fois aussi que des acteurs du nucléaire civil et du nucléaire militaire travaillent ensemble, de concert, pour le succès d'un projet. Donc
c'est une réelle opportunité. Alors où on en est aujourd'hui, donc Benoît le disait en anglais, on est vers la fin de la phase de conceptual design, donc avant projet sommaire, avec l'objectif de pouvoir déposer dès le début 2023 un dossier d'option de sûreté auprès de l'ASN. Cette phase-là aura duré un peu plus de 3 ans, donc on a démarré mi-2019 et on vise de terminer la PS à la fin de l'année. On va rentrer dès l'année prochaine en avant-projet détaillé, la suite logique, avec également la poursuite des activités de licensing en vue de déposer un dossier d'autorisation de création à l'issue de ces phases-là, qui nous permettra, c'est un objectif ambitieux comme le disait Benoît, mais c'est l'objectif que l'on maintient, d'avoir un premier béton en France, une tête de série en France en 2030. Parce que derrière tout ça, on vise un développement commercial à l'international à la suite. Donc évidemment pas avant, mais à la suite de ce premier béton en France, on vise de commencer à commercialiser le Newarд à l'étranger. Alors pour ça, on l'a dit précédemment, il faut des soutiens politiques importants et également des soutiens financiers. Donc on a la chance d'avoir eu une subvention de 50 millions d'euros dans le cadre du plan France Relance suite au Covid, qui nourrit notre avant-projet sommaire. On a aussi la chance d'avoir été cité par le président Macron quand il a annoncé son soutien plein à la relance du nucléaire en France. Et on pense bénéficier d'une part conséquente du plan de relance France 2030, qui représente 30 milliards d'euros, donc on n'a pas besoin de tout ça. On se contentera de 500 millions d'euros qui sont aujourd'hui ciblés pour le projet Newark. Et aujourd'hui, une illustration en conclusion de la stratégie de notre projet. Comme vous l'avez compris, c'est un projet dont le but ultime n'est pas le marché français. On pense très important d'écouter nos clients. Donc c'est pour ça que EDF a décidé de créer ce qui s'appelle l'INAB, International Newark Advisory Board, qui réunit des experts internationaux. Vous avez les logos ici. Alors c'est soit des opérateurs comme les opérateurs finlandais, Fortum, TVO, EDF évidemment, les opérateurs tchèques qui sont représentés par UJV Reich, également l'opérateur canadien OPG, Ontario Power Generation, mais également des universitaires ou des centres de recherche comme le CEA, Politecnico Milano, le MIT américain ou le Bhabha Atomic Research Center indien. Et ces gens-là portent une vision un peu extérieure des développements de Newark. Et on pense qu'ils vont nous servir d'orienter notre produit pour répondre au mieux aux attentes des clients et du marché. Évidemment, on l'a vu, il faut une de ces attentes, c'est de pouvoir faire du multi-usage. Donc c'est quelque chose qu'on commence à travailler aujourd'hui, qui est pas nouveau, mais qui est nouveau pour le projet Newark. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est comment cibler au mieux les attentes des clients. Le deuxième, c'est sécurité, l'orientation à l'export. Donc là, on a fait un choix, c'est qu'on décide d'adresser d'abord, dans un premier temps, le marché européen. Donc on a dit peut-être de série en France, puis le marché européen, notamment les pays qui doivent fermer leurs centrales fossiles, principalement charbon, dans un premier temps. Donc ça, c'est une cible commerciale, on va dire. Et en parallèle, on l'a vu, un des enjeux des SMR, c'est de réussir l'aspect réglementaire pour éviter qu'un SMR en République tchèque soit pas complètement, mais soit différent du SMR en France. Et là, on a lancé une deuxième action récemment, qui est de réunir, à l'instigation d'EDF, de réunir 3 acteurs, 3 autorités de sûreté européennes, donc le STUK finlandais, SUJB tchèque et l'ASN française. Et donc, évidemment, on peut rien leur imposer. Par contre, on peut favoriser cette collaboration et ils ont décidé de se lancer dans une analyse préliminaire de la technologie Newark. Et on pense que ça, c'est une vraie opportunité pour créer les conditions d'un licensing européen, qui ne dépend pas de nous, mais on accompagne ce mouvement. Le troisième point important de notre stratégie, c'est de développer un schéma industriel européen
On l'a vu, le succès des SMR passe par la production de séries, et donc il faudra qu'on soit accompagné d'industriels. Donc il y en a déjà certains, Framatome, Naval Group, mais en avant-projet détaillé, il va falloir qu'on développe, qu'on commence à imaginer cette supply chain européenne, et on commence à chercher des partenaires en France, mais aussi au niveau européen, pour accompagner ce développement à terme du produit. Et le dernier, c'est le soutien industriel en France et en Europe. Donc on a vu le soutien français est présent avec 50 millions en APS, 450 à 500 millions pour les phases suivantes jusqu'en 2030. On a le soutien politique avec, vous avez peut-être remarqué qu'un des scénarios de RTE met en avant l'utilisation de SMR jusqu'à 14 SMR Neward en France. Et puis, on a aussi l'objectif de construire une centrale de référence en France, comme on l'a déjà dit, avec un premier béton en 2030. Voilà, je vous remercie. Pour la première question, est-ce que sur la conception actuelle des SMR, vous avez, malgré avoir démontré que la probabilité est encore plus faible, donc de l'ordre de 10-8 sur la fission du cœur, est-ce que vous avez quand même intégré un système de récupération du corium, comme c'est fait d'ailleurs sur le PR? Alors, nous avons de ce point de vue une stratégie un peu différente, mais éprouvée en termes de licensing, c'est-à-dire qu'a déjà été confronté à des autorités, des régulateurs et validé, qui est une stratégie appelée in-vessel retention, c'est-à-dire qu'on va garder le cœur fondu, qui est le postulat de départ de l'accident, en cuve, et on va ensuite s'arranger pour réfrigérer suffisamment la cuve pour exclure tout risque que le terme corium s'échappe de ce volume-là. Donc quelque part, on est sur une logique plutôt de traitement à la source. Effectivement, le fait d'avoir une résiduelle assez basse nous aide. On est sur des études et donc quelque part tout se passe à l'intérieur de l'enceinte. Et donc effectivement les problématiques core catcher, etc. qu'on peut avoir sur EPR ne font pas aujourd'hui partie du dessin Neward. Oui, deuxième élément de réponse, bien évidemment on applique les mêmes exigences de sûreté, le même niveau de sûreté que les gros réacteurs. Il n'est pas question en faisant des SMR d'avoir une évolution à la baisse de ces exigences de sûreté, évidemment incluant les exigences post-Fukushima. Ça va mieux en le disant. Question ici, s'il vous plaît. Un des composants les plus novateurs dans ce type de concept sont les CSG, parce qu'on n'a pas une expérience énorme avec ce type de composants. Et j'ai deux questions relatives à ces appareils. Premièrement, comment est-ce qu'on assure, comme vous l'avez dit, c'est une deuxième barrière. Comment est-ce qu'on assure par contrôle la qualité d'étanchéité entre le primaire et le secondaire avec ce type d'appareil, alors qu'on a toute la place, si je puis dire, sur les échangeurs à tubes? Là, ça me semble un peu plus délicat, et c'est quand même quelque chose qui doit être démontré, vu que c'est une barrière. Deuxièmement, les échangeurs à plaques ont d'excellentes qualités d'échange, mais en même temps font que tous les transitoires relatifs à des échanges sont extrêmement raides, si je puis dire, et que ça pose éventuellement des problèmes vis-à-vis de la sûreté ou du temps de réponse. Par exemple, si vous avez une brèche vapeur qui correspond à une brèche qui connecte les 6 CSG, si je me souviens bien. C'est ça, oui. Vous avez un transitoire de refroidissement sur le primaire qui devient, surtout avec des échangeurs de ce type-là, et où il n'y a pas l'inertie des échangeurs à tubes qui sont noyés, qui sont extrêmement raides. Alors comment est-ce que l'appareil réagit, comment est-ce que le réacteur réagit dans ces circonstances? Alors les deux points que vous soulevez sont tout à fait pertinents. Premier élément de réponse par rapport le contrôle de la deuxième barrière. Il faut rentrer un petit peu dans le design du générateur de vapeur à plaque pour comprendre comment il est construit. Il y a une étape clé dans la fabrication, c'est que finalement on part d'un sous-produit tôle. On a 160 paires de plaques, chacune de ces plaques c'est une tôle qui est maîtrisée en termes de qualité, en termes d'étanchéité, et on va assembler ces 160 paires de plaques par une sorte de soudure périphérique contrôlable qu'on appelle nous les rives. Si on réussit cette soudure, alors on a un composant qui est
intègre au sens structurel et dont l'étanchéité primaire-secondaire est garantie. Donc quelque part, on base toute notre démonstration sur la bonne maîtrise et le contrôle de cette soudure, le soudage SDU que je mentionnais précédemment, puisque en fait, ces zones-là restent accessibles à la réalisation du composant. Donc ça, c'est le premier élément. Effectivement, c'est une démarche qui est assez nouvelle et qui est assez différente des contrôles réguliers qu'on va opérer sur chacun des tubes d'un GV, par exemple. Donc on voit bien qu'on a quand même une page blanche et donc une approche vis-à-vis du régulateur à instruire. Alors un point que je n'ai pas mentionné, qui est quand même très important, c'est que d'ores et déjà, on échange sur ces sujets très techniques avec l'ASN, alors aussi avec d'autres autorités, mais en particulier avec l'ASN, pour leur soumettre ces innovations de design et les approches que l'on proposerait pour défendre ces sujets-là, pour ne pas être coincé dans quelques années en disant pour nous, il faut reconduire une logique de contrôle tube par tube ou canal par canal, ce que effectivement, d'ores et déjà, on ne saura pas garantir. Donc on adapte le process de fabrication pour ce type de contrôle. Sur le deuxième aspect que vous mentionnez et qui est clé dans le réacteur, c'est qu'effectivement, ces échangeurs, ils n'ont pas d'inertie au secondaire, et donc ils couplent très fortement ce qui se passe au secondaire du réacteur et à la machine avec ce qui se passe au primaire. Et donc effectivement, un des accidents, ou même un des incidents finalement les plus embêtants pour nous, c'est la perte de l'eau alimentaire du réacteur. Donc brutalement, on a une interruption de l'évacuation de puissance vers le secondaire, et donc on se trouve avec un primaire qui va chauffer assez vite, et dont il faut réguler à la fois la température, donc ça on a les mécanismes pour ce faire, et la pression primaire. Et c'est pour ça qu'on a globalement un pressuriseur qui est d'une dimension assez importante, qui est très proche de la cuve, et qui donc, à qui on va demander une performance de régulation, une réactivité très importante. Et ça, c'est une des spécificités de ce réacteur avec les 6 CSG à poste, contrairement à des réacteurs à boucle qui, eux, effectivement, bénéficient de l'inertie du fluide secondaire. Voilà. J'ajoute juste en commentaire, dans les REP de puissance, il existe des REP avec des générateurs de vapeur simple passe, donc avec les mêmes... je veux dire, il y a un retour d'expérience, même si ce sont des générateurs de vapeur à tube, de REP utilisant des générateurs de vapeur simple passe. Et un petit complément en termes de moyens et comment on traite ce sujet qui est bien identifié. On se dote dès l'avant-projet sommaire de moyens de simulation. Donc on a un simulateur qui est déjà opérationnel qui prouve à date que tout va bien. Il n'y a pas d'accident de réactivité, et puis il y a du coup un terme source. On craint beaucoup moins les brèches secondaires en termes de pression d'enceinte, par exemple, ayant très peu d'inertie. Donc on est beaucoup plus sensible à la petite brèche primaire, finalement, sur ce réacteur. Alors effectivement, le LOCA, donc le Loss of Coolant Accident, c'est-à-dire la brèche primaire dans l'enceinte sur laquelle on dimensionne nos systèmes de sauvegarde, c'est une brèche Phi 30 mm, située assez haut dans le réacteur. 30 mm, c'est une pièce de 2 €. C'est difficile de s'en convaincre, et pourtant c'est le plus gros tuyau primaire connecté au réacteur qui est susceptible de rupter sur nos règles classiques. Voilà. Et donc c'est effectivement le point clé qui nous permet ensuite de dimensionner des systèmes de sauvegarde passifs pendant le délai de grâce. Bonsoir, par ici. Vous nous avez dit qu'un des objectifs derrière Newart, c'est donc de remplacer des centrales à charbon. Il me semble qu'un des arguments pro-centrales à charbon, c'est leur grande pilotabilité, notamment pour combler donc, les énergies intermittentes. Et donc je voulais savoir comment se situent les SMR au niveau de la pilotabilité. Alors, il existe un corpus d'exigences qui a été défini il y a assez longtemps, dans les années 90, qui s'appelle les EUR, European Utilities Requirements, qui sont en fait une réunion d'opérateurs européens qui sont réunis en disant si je dois acquérir un nouveau réacteur, je veux qu'il ait ce corpus d'exigences. Alors c'est très complet, il y a des exigences réseau, des exigences de sûreté, et parmi celles-là, il y a des exigences de pilotabilité qui s'appliquent aux gros réacteurs comme potentiellement aux petits réacteurs. Et donc à Newart, on a décidé d'appliquer les EUR, et donc en matière de pilotabilité, on a le même niveau de flexibilité que les gros réacteurs, avec une capacité de montée en puissance, de variation de la puissance de 25% jusqu'à 100%. Oui. Juste pour compléter, parce qu'il y a un point, je pense qu'on ne l'a pas mentionné, on contrôle le cœur sans recours au bord soluble. Et en fait, ça nous permet, donc c'est une pratique plutôt Technic-Atom que je représente, maîtrise ça par rapport aux petits réacteurs qu'il a l'habitude de concevoir et d'exploiter. Et donc ça permet effectivement une plus grande manœuvrabilité que des objets contrôlés avec du bord.
Donc on joue notamment là-dessus pour répondre à ce type d'exigence. Oui, je voudrais revenir sur les échangeurs à plaques. Est-ce que c'est uniquement New World qui a ce type de technologie ou bien d'autres réacteurs, enfin, d'autres SMR dans le monde ont cette même technologie? Sommes-nous seuls ou sommes-nous plusieurs? À ma connaissance, c'est le seul projet qui dispose de générateurs de vapeur à plaques. Mais j'ai vu récemment, dans de la Corée ou du Japon, des dessins qui ressemblent à New World. Je n'ai pas à vérifier s'il s'agissait de GV à plaques. Parce qu'effectivement, quand on compare les dimensions, je ne sais pas si vous connaissez le projet SMART, qui est un projet coréen, qui sort l'équivalent de 100 MW électriques seulement. Donc une puissance significativement plus basse que New World, dans une conception intégrée comme New World. Mais à la place de générateurs de vapeur à plaques, c'est des générateurs de vapeur hélicoïdaux. Ils ont une cuve qui fait 20 mètres de haut et 6 mètres de diamètre pour sortir beaucoup moins en puissance. Alors effectivement, on voit bien, quand on compare le design de New World aux autres, on est les seuls, enfin, il s'avère être le plus compact, c'est-à-dire on sort 540 MW thermiques de dimension vraiment contenue, hein, puisque la cuve, tu ne l'as pas dit, mais enfin elle fait 15 mètres de haut pour 4 mètres de diamètre. Donc, New World est un produit d'ingénieurs et d'ingénieurs français. Ne pensez-vous pas que ce soit pénalisant par rapport à l'étranger? Pourquoi on serait moins bon que les autres? On pense toujours qu'on est très bon, mais enfin, on vend de moins en moins de réacteurs, c'est pas pour rien quand même. Enfin, Et pour beaucoup de choses comme ça, c'est une question que je pose. Bon, ça, je vous laisse apprécier, hein, mais voilà, je pense qu'on sait aussi relever des challenges, des défis techniques, et enfin, je veux dire, nos orateurs ont bien explicité tout ça. Oui, alors c'est un travers français bien connu, et c'est bien pour ça que on a créé l'INAB, c'est pour avoir le reflet un peu de notre produit dans les discours et dans l'appréciation d'autres qui sont pas, pour la plupart, pas français. Donc les seuls français sont CEA et EDF dans cette INAB. Donc on a conscience de ce travers français technologique, à essayer d'avoir des développements technologiques. Premier élément de réponse. Par ailleurs, on se dote aussi c'est un risque qu'on a bien identifié, que l'on gère. Et on essaie de se doter d'alternatives. Alors, elles ne sont pas forcément agréables, hein. Comme disait Jacques, si on doit repasser à des technologies à tube, ça a des conséquences en matière de taille. Malgré tout, s'il y avait un gros crash, on se dote de mesures de mitigation de ces risques. En complément de ce qui vient d'être dit, quels sont les délais de nos concurrents pour la mise au point de leur même générateur? Alors, il y a des annonces nombreuses qui clament que les SMR seront opérationnels, notamment les Canadiens, en 2028. Donc, avec des technologies qui ont des niveaux de maturité supérieurs aux nôtres. On peut dire qu'ils ont un stade d'avance. Je pense que les Américains de GE Hitachi, qui développent le réacteur bouillant qui va être installé au Canada, sont sans doute vers la fin, c'est difficile à savoir en détail, mais sont sans doute vers la fin de la PD, donc du Basic Design. Mais donc chacun jugera si ces annonces sont crédibles ou pas. Les Américains de NuScale clament que leur réacteur sera également opérationnel en 2029. Bon, ils ont eu la licence, donc ils ont, je pense en termes de développement, une bonne dizaine d'années d'avance sur nous. Je pense que les premiers qui vont réussir à mettre en service un réacteur SMR, ce seront les Chinois, puisqu'ils sont aujourd'hui là en train de construire l'enceinte de confinement, qui est également métallique, comme celle de New World. Là, cet été, ils ont commencé à construire leur enceinte de confinement. Et ils ont démarré aussi il y a une dizaine d'années, avec des moyens peut-être différents des nôtres. Je voulais ajouter, pour réussir, il faut réunir un certain nombre de conditions. Il faut un design qui soit licencié. Je prends l'exemple de NuScale. NuScale, on a toujours considéré, depuis qu'on réfléchit au projet de SMR français, qu'ils avaient 6-7 ans d'avance. Ça fait des années qu'ils doivent
lancer une réalisation. Elle ne se fait pas. Elle ne se fait pas parce que je pense qu'ils ont beaucoup de difficultés à réunir un tour de table pour convaincre un exploitant nucléaire de leur faire confiance, alors que NuScale, au départ, c'est une start-up adossée à un industriel qui fabrique des composants nucléaires, Fluor, mais ils sont en recherche d'investisseurs complémentaires et de concepteurs, de réalisateurs de réacteurs pour convaincre et finalement un exploitant nucléaire. On l'a vu au Canada, au PG, qui est un opérateur majeur au Canada. Finalement, ils ont choisi le design bouillant, le design de GE Hitachi, parce que GE Hitachi a une expérience de construction de réacteurs. Donc il faut voir qu'il y a plusieurs éléments à réunir pour réussir. Quand on voit l'équipe France, l'équipe européenne, puisqu'on a déjà Tractebel avec nous et on veut impliquer d'autres industriels dans la supply chain, évidemment, sur le papier en tout cas, on réunit un certain nombre de conditions permettant d'aller sûrement déjà une tête de série. On a la chance d'avoir un projet qui est porté par EDF, qui est le premier exploitant nucléaire et qui a décidé de réaliser une tête de série en France avec, comme ça a été rappelé, le soutien de l'État. Donc, le projet SMART que j'ai évoqué, lui aussi, est très en avance quand on faisait le panorama des SMR il y a 10 ans, ils n'ont pas concrétisé. Et pourtant, ils se sont associés avec l'Arabie Saoudite pour avoir des fonds. Il n'y a toujours pas de réalisation. Excusez-moi, ici. Excusez-moi, oui. Vous avez parlé beaucoup de la compacité comme un avantage pour la fabrication, l'assemblage des différents éléments du réacteur. Comment est-ce qu'on intègre toute la partie maintenance dans la durée de vie, les contrôles, puisque ça a été un peu abordé sur la partie générateur de vapeur juste avant, sachant que dans les réacteurs actuels, on a déjà dû développer des équipements assez techniques pour faire toutes ces opérations de maintenance et dans des environnements qui sont moins exigus. Comment est-ce qu'on le traite là dans cette partie conception ? Alors en fait, pour nous, paradoxalement, ce n'est pas forcément la maintenance en soi qui est la plus complexe sur ce réacteur, dans la mesure où tout ce qui est à l'intérieur a un caractère démontable. Le meilleur exemple sont les générateurs de vapeur. Ils sont faits pour être démontés et être remplacés. L'autre exemple, c'est les pompes primaires, mais quelque part, tout ce qui est à l'intérieur de la cuve peut être démonté. Donc pour nous, en fait, l'opération paradoxalement la plus délicate, c'est le rechargement combustible. C'est celle qui a lieu tous les 18 mois, donc qui est très fréquente, et sur lequel, évidemment, on enlève le minimum d'équipement. Il faut en enlever un petit peu, il faut faire des opérations assez délicates et avec beaucoup de monde autour. Donc c'est là que je dirais, l'exiguïté, la compacité du design est la plus pénalisante. Donc aujourd'hui, on travaille par exemple sur différents concepts de machines de chargement-déchargement. Sur la maintenance, pour le faire simplement et pour ne pas pénaliser la disponibilité du réacteur, ce qu'on dit, c'est tous les 10 ans, les générateurs de vapeur seront débarqués et seront remplacés par des générateurs de vapeur qui sont soit neufs, soit remis à niveau. Donc là, on ne pénalise plus la disponibilité du réacteur. Et une fois qu'on a débarqué un générateur de vapeur, il subira tout un niveau d'inspection pour le requalifier, pour qu'il soit bon pour usage. Donc là, on a une gestion de ce qu'on appelle par NORIA, où on gère des familles de composants avec un certain nombre de réacteurs. Évidemment, à un réacteur, cette logique ne marche pas. À partir de 2 réacteurs par centrale, à partir de plusieurs centrales, là, pour le coup, ça devient très intéressant. Et je dirais même en termes de marché, c'est intéressant, parce que c'est un marché de l'après-vente et de la fourniture de pièces de rechange. Donc voilà quelle est notre stratégie par rapport à la logique de maintenance. Ouais. Et juste pour compléter, Benoît ne le dit pas, mais c'est une part importante de son travail aussi. En tant que concepteur du réacteur, on travaille aussi sur les outils, sur la manière dont on va sortir toutes les pièces de la cuve. Et c'est aussi une démonstration que l'on fait dès à présent pour garantir la disponibilité de 90%. Parce qu'évidemment, l'essentiel du temps d'arrêt, c'est pendant le rechargement du combustible. Oui, bonsoir. Une question rapide. Est-ce que le site du premier démonstrateur, enfin du premier SMR français est retenu? Et dans le cas contraire, quels sont les sites en course?
Alors, comme vous l'imaginez, c'est un sujet qui devient un petit peu politique assez rapidement. Donc, le site n'est pas encore déterminé. Je pense qu'on peut dire qu'on vise d'utiliser un site qui est déjà un site nucléaire pour faciliter les autorisations. Ceci étant posé, on vise dans le courant de 2023 d'avoir déterminé le ou les sites candidats parce qu'on en a besoin pour notre projet. Donc, on voit qu'il y a une grappe par assemblage. Donc, quelle en est la raison? Et combien y a-t-il de types différents de mécanismes de commande? Est-ce qu'il y a des noirs, des gris Alors, nous avons, du fait de conduire le réacteur sans bord soluble, autant de mécanismes qu'il y a d'éléments combustibles, 76. Donc ça impose de respecter le pas des éléments combustibles pour intégrer ces différents mécanismes, donc avec une proximité qui est très forte. Il y a deux typologies de mécanismes, ceux qui vont servir au pilotage et à la compensation, donc si je ne dis pas de bêtises, 44. Et il y a les mécanismes dits d'arrêt, qui eux sont là simplement pour faire l'arrêt d'urgence, donc au nombre de 32, le total faisant 76. Et après, effectivement, on a différentes options sur le type de grappes qui sont encore ouvertes, que je maîtrise moins, puisque ce sont nos amis, les collègues du cœur qui ont plus ça en tête, mais on a des grappes grises, on a des grappes noires, et je crois même qu'on a des intermédiaires. Et bon, quelque part, ils sont en train de figer un cœur de référence, grappe incluse, évidemment, pour les études cœur. Pour l'instant, le choix n'est pas encore complètement arrêté. Oui, une question. Dans la mesure où il y a deux modules, vous pouvez procéder au rechargement en combustible d'un module sans interrompre le fonctionnement d'autres. Alors, tout à fait, et c'est même comme ça qu'on a dimensionné, en disant finalement, on ne peut recharger qu'un seul des deux réacteurs à la fois, parce que sinon, on se trouve à doubler un certain nombre de postes et d'outillage. Donc évidemment, on ne l'a pas mentionné, mais dans ce qui est... Et effectivement, éviter un arrêt de tranche. Donc c'est vrai qu'il faut être capable de décharger un réacteur, alors que l'autre réacteur est en service juste à côté. C'est effectivement un des enjeux. Oui, j'avais une petite question sur le contrôle-commande. Qu'est-ce qui est prévu au point de vue instrumentation in-core? On est aujourd'hui sur une logique, alors j'allais dire type EPR, pas complètement, mais on est sur une instrumentation in-core qui est valorisée dans le système de protection du cœur, avec notamment des mesures par collectron. Donc, de l'ordre de grandeur, c'est une vingtaine de collectrons pour, je disais, 76 assemblages combustibles. Les autres éléments qui sont valorisés dans la protection du cœur, c'est la mesure de température en entrée-cœur et la mesure de position des mécanismes. Oui, bonsoir. Une autre question plutôt sur les aspects calendrier. Une précision, si vous êtes à mesure de l'apporter, c'est de savoir à quelle période vous envisagez donc, que le design, l'APD soit suffisamment complet pour lancer les consultations vers le tissu industriel afin de fabriquer et fournir les équipements. Alors, et ensuite, est-ce que la stratégie d'achat va être plutôt EP ou EPC ou EPCC, enfin, suivant ce que vous envisagez? Alors, on travaille déjà avec des industriels. Il y a un effort important qui est fait sur certains gros composants, la cuve, couvercle avec Framatome, les pompes primaires, etc. Donc, des industriels sont déjà impliqués pour qu'on s'assure dès maintenant que ce qu'on conçoit puisse être fabriqué, notamment en série. 76 assemblages, 65 mécanismes, 8 GV, etc. par réacteur. Donc on travaille déjà avec des industriels et ça va s'intensifier évidemment en avant-projet détaillé. On va impliquer d'autres industriels qui n'ont pas encore commencé à travailler réellement, par exemple sur la partie turbine. Maintenant, de là à vous dire exactement, enfin, il n'y a pas de limite absolue, c'est-à-dire qu'en fonction des périmètres et du besoin du projet, on impliquera les industriels au moment opportun. Sachant que la contrainte, comme je l'ai dit, notre seul objectif aujourd'hui, c'est d'être capable de faire un premier béton en 2030. Et ça, finalement, ça amène à un choix du tissu industriel, au moins sur les matériels critiques ou à long délai d'approvisionnement de fabrication, un choix qui est assez rapide et qui, normalement, devrait intervenir plutôt au milieu de la phase de basic design, donc entre guillemets plutôt que d'habitude. Et c'est vrai qu'Arnaud a raison de mentionner qu'on est déjà
en collaboration étroite avec un tissu d'industriels qui sont notamment ceux du tour de table de Neward, mais pas seulement, pour relever le challenge qui est le challenge de la série. Quand on leur dit notre objectif, notre ambition, c'est de produire 4 réacteurs par an, il n'y a pas grand monde qui peut nous suivre aujourd'hui avec son outil industriel, ne serait-ce que parce que soit l'outil est très chargé, soit l'outil n'est pas capacitaire pour sortir 4 cuves par an, ou 4 fois 8 CSG par an, de toute façon là l'outil n'existe même pas, ou 4 fois 6 égale 24 pompes primaires par an. Donc vous voyez assez vite, en fait on se retrouve sur une contrainte qui est aujourd'hui on ne sait pas faire, mais par contre qui est une contrainte de design. Pour savoir faire, comment faut-il simplifier le design et quels sont les efforts industriels en termes d'investissement de supply chain à envisager à court terme. Et c'est là qu'effectivement on a un dialogue assez fructueux qui s'installe avec les industriels eux-mêmes. La sûreté est un élément important dans la crédibilité des SMR. Le président de la SN l'a d'ailleurs souligné. Et on veut remplacer des centrales à charbon qui sont souvent très proches des villes ou même au cœur des villes. Et je me demandais si, et surtout dans la région, on a dit pourquoi, certains ont dit politique, pourquoi on n'en mettrait pas un à Gardanne, pourquoi pas un à Fos. Est-ce qu'il est possible, d'un point de vue sûreté, finalement de faire un SMR au milieu d'une ville? Alors on est à la Sven Provence. On n'est pas ceux qui ont le plus poussé cette idée-là. Je pense que nos collègues de la Loire-Atlantique l'ont plus poussé, mis en avant et fait acte de candidature sur des sites non nucléaires, candidats pour accueillir un Neward. Parce qu'en fait, effectivement, une fois qu'on a dit qu'on essaie de gérer les conséquences d'un accident sans sortir du site, on devient éligible à beaucoup plus de sites en France aujourd'hui non nucléaires. Donc effectivement, on pourrait se poser la question pour d'autres emplacements plus proches de chez nous, comme Gardanne ou Fos, ou Martigues. Mais il y a aussi un élément qu'indiquait Arnaud, c'est de dire on est dans une sorte de course contre la montre sur la centrale de référence. Partir d'un site qui est aujourd'hui non nucléaire amène finalement un permitting, donc des autorisations qui seront plus longues à aller chercher par rapport au débat public, notamment. Mais au-delà même de Neward, c'est bien ce qui est visé par les SMR, c'est de pouvoir aller adresser des sites qui ne peuvent pas être adressés par les grosses centrales de plus forte capacité. Est-ce que c'est l'AIEA que vous avez sollicité pour pouvoir définir des exigences applicables dans le monde entier? Alors, je cherche parce que j'avais préparé quelque chose que je ne vous ai pas expliqué. Évidemment, la loi restera celle des pays, donc ça, c'est incontournable. Par contre, là, vous posez une question qui ne concerne pas que nous, qui concerne les autorités de sûreté, c'est comment elles vont réussir, si elles souhaitent que ces réacteurs se développent, à travailler ensemble. Et alors, je vais citer la patronne de l'autorité de sûreté canadienne, donc, qui est bien placée pour en parler, je pense, en tout cas pour ce qui est du Canada, qui vient de parler à la 4e conférence Gen 4 et SMR qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, qui a exactement parlé de ce sujet-là. Et elle disait pour elle, il y avait 5 conditions de succès pour que les SMR se développent. Le premier, c'était des harmonisations réglementaires. C'est que les autorités de sûreté arrivent à discuter entre elles pour se mettre d'accord sur des exigences qui soient à peu près communes. Et je pense que le Joint Early Review là, dont j'ai parlé, on espère que c'est ça qui va aboutir. Et ce qu'on constate dans les premiers échanges, c'est que l'autorité de sûreté finlandaise ou l'autorité de sûreté tchèque a des exigences qui ne vont pas au-delà des exigences de l'autorité de sûreté française. J'en resterai là. Le deuxième élément dont elle a parlé, c'est la standardisation du design et des exigences, et notamment en termes de code and standard, de code et de standards. La troisième, c'était la collaboration internationale effective. Donc, elle reconnaissait d'elle-même que cette collaboration n'était sans doute pas totalement effective, parce qu'elle le souhaite. Bon, ça, on peut imaginer que ça y contribue. La quatrième, c'était le support politique et l'argent qu'il va falloir, parce que l'autorité de sûreté, elle a aussi besoin de ressources. Et la dernière, c'était de créer la confiance. Donc, on peut imaginer de quelle confiance il s'agit, sans doute entre les opérateurs et les autorités de sûreté. Sous-entendu, elle n'est pas forcément toujours là. Voilà. Donc ça, vous avez un article très intéressant qui est sorti, qui relatait ces 5 points dans World Nuclear News de la semaine dernière. Oui, une dernière question peut-être. Quel est le budget estimé aujourd'hui d'un site opérationnel, pour réaliser un site opérationnel?
Qu'est-ce qui est visé? On vise d'être compétitif. Je ne Pas une réponse. vais pas vous donner de réponse absolue. Donc on s'est doté, je vais être un peu plus précis. Évidemment, on s'est doté d'une cible de coût en termes d'investissement. On travaille tous les jours pour essayer de l'atteindre. Donc il y a encore des efforts à faire, puisque on l'a vu, les leviers de taille ont disparu avec les SMR. Ensuite, le deuxième aspect, c'est combien coûtera l'électricité qui sortira de ces outils-là. Et ça, la réponse, elle n'est pas que sur l'investissement initial, puisqu'il y a aussi quel coût de financement on va supporter. Et là encore, c'est quelque chose qui se prend sur la longue durée, puisque une des idées des SMR, c'est d'arriver à recréer la confiance dans la capacité à construire dans les temps, dans les coûts. Et ça améliore le profil de risque à la baisse pour réduire le coût de financement. Et c'est un élément important pour les réacteurs nucléaires, puisque l'essentiel du coût, 75% du coût, est fait à la construction. Donc, si vous maîtrisez ce coût-là et évitez qu'il dérive, vous avez gagné la confiance des financiers. Je crois qu'on peut remercier nos conférenciers. Et juste pour clore, nous expliquer pourquoi NUWARD, si certains ne le savent pas. Alors NUWARD, ça veut dire Nuclear Forward. Et pour la petite histoire, c'était un des noms qui avait été imaginé pour Framatome quand il est sorti d'Areva. Donc une des options, c'était soit Framatome, soit NUWARD. Donc c'est Framatome qui a été retenu. Donc on l'a repêché. Bravo, merci beaucoup.